tous. Et, je tenais beaucoup à faire cette présentation encore en 2023 parce que c'était une année spécialement importante dans le sens de la divulgation des connaissances au niveau national et international sur les espèces exotiques envahissantes. Du coup, j'avais envie de partager un peu ce qui a été discuté et dans plusieurs secteurs avant la fin de cette année. Du coup, le titre de cette conférence, c'est les espèces exotiques envahissantes dans l'agenda mondial pour la conservation de la biodiversité. Et comme c'est enregistré, il y a des personnes en ligne, peut-être que je ne connais pas, je me présente. Je suis Rosélie Pellance. Je suis chercheuse à l'UMR ISIEL, Institut de systématique, évolution et biodiversité sur macroécologie. Et c'est une des UMR du muséum. Et en même temps, je suis la personne responsable par les points sur les espèces exotiques envahissantes sur la Convention de la diversité biologique pour la délégation française. J'ai du mal à me placer ici. Bon, vous savez bien que la COP15 a eu lieu à la fin de l'année dernière, en décembre 2022, et que c'était une COP qui était très attendue, surtout parce qu'il s'agissait d'un moment de placer un nouveau cadre mondial pour la conservation de la biodiversité biologique. Et on venait d'une année, d'une période où on avait acquis énormément d'informations et toutes les recherches au niveau international constataient ce que les gens savaient de manière un peu intuitive, qu'on est dans une époque d'extinction massive et dans une période où on est en train de perdre des écosystèmes, des paysages, des espèces à une échelle sans précédent. Cet autre facteur, c'est que cette convention, cette COP était prévue pour mars à peu près 2020. Et à cause, c'était justement quand on est rentré dans le confinement à cause de la pandémie de Covid. Et tout ça, ça a été reporté à plusieurs reprises et finalement, les négociations internationales ont repris en 2020, en début 2022 en présentiel et elle a eu lieu à la fin, comme je disais, 2022, mais pour une raison technique, sa clôture a été faite très récemment en Nairobi. Et il avait plusieurs objectifs, mais le principal, comme je disais, c'était l'adoption de ce cadre mondial pour la biodiversité. Et ce cadre, comme je disais, il était très attendu, mais la pression majeure, c'était qu'il soit ambitieux. C'était qu'il y ait des objectifs qui soient clairs, contraignants, et avec vraiment destinés à ce que des gens en anglais disaient bend the curve of extinction, c'est-à-dire d'arrêter les extinctions. Et je demandais aussi qu'il y ait un cadre de suivi clair, mesurable au niveau international et aussi au niveau des pays, avec des indicateurs
prennent en compte plusieurs facettes de la biodiversité et avec des engagements financiers suffisants pour la mise en œuvre des activités nécessaires. Avant de rentrer dans le sujet du jour, j'aimerais bien signaler que la France a été très engagée. On était pendant les négociations une délégation assez, avec beaucoup de personnes. Et aussi, c'est là par des raisons diverses, mais la plus importante, c'est que quand on a commencé les négociations en présentiel en mars 2022, qu'il a eu les premiers soldats, le soldat 24, c'était pendant la présidence française de l'Union européenne. Là, la France, avant ça, la France se préparait déjà pour faire les négociations au niveau européen. Et les cadres, ça a été le point le plus important porté par la France, porté surtout par Virginie, je ne la vois pas sur la photo là pour vous montrer. Et une fois finie la présidence française, le 30 juin, et c'est passé à la présidence tchèque, qui n'avait pas, n'était pas préparé pour donner autant d'attention à cette convention. Du coup, la France a continué cet élan et a soutenu par plusieurs moyens la présidence tchèque pendant ces négociations. Ces cadres mondial de la biodiversité, alors il est décliné en 4 objectifs principaux qui prennent en compte les objectifs de la Convention de la diversité biologique, qui c'est la protection de la diversité biologique, l'accès, et là il était destiné à maintenir l'intégrité de tous les écosystèmes, réduire le taux d'extinction, diviser par 10 les risques d'extinction et sauvegarder la diversité génétique des espèces sauvages et domestiques. Et ensuite, l'objectif B traitait des contributions de la nature aux populations qui serait valorisé, maintenu et renforcé. L'objectif C traite des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques et l'objectif B est sur les moyens financiers et les manières d'assurer ces moyens. Ces cadres, il est décliné en 23 cibles spécifiques et qui sont interliées pour arriver à ces objectifs. En ce qui concerne l'objectif A, qui concerne la réduction des extinctions, il y a des cibles qui sont destinées à la planification spatiale, à la restauration, à la protection des espaces terrestres moyens et marins, à la gestion pour la conservation des espèces et de la diversité génétique, à la récolte, au commerce, l'utilisation durable des espèces. Et après, il y a un ensemble des cibles qui sont destinées au contrôle et à la réduction des impacts des 5 moteurs principaux de perte de diversité, qui sont l'exploitation directe des ressources, les changements de l'utilisation des terres, les changements climatiques, la pollution et finalement les espèces exotiques envahissantes. Et comme je disais avant, c'était important et une chose qui était très demandée, c'était que ces objectifs et cibles soient ambitieux.
Du coup, je vous montre ici en bas la cible 6 qui concerne les espèces exotiques envahissantes. Et en haut, là, c'est l'objectif d'Aichi, numéro 9, qui traitait des espèces exotiques envahissantes. Vous voyez que par rapport aux objectifs d'Aichi, où on parlait de prendre des mesures pour empêcher, pour atténuer sensiblement les effets des espèces et contrôler ou éradiquer les espèces prioritaires. Cette nouvelle cible, elle est beaucoup plus directe, éliminer, minimiser, réduire, atténuer les impacts. Et que là, on parle des espèces exotiques envahissantes, mais on parle aussi, je ne sais pas si j'arrive à montrer, non, ça ne touche pas. On parle aussi, mais pas uniquement dans les textes, on a aussi des mots espèces exotiques, toutes seules. Et après, on parle dans un autre moment d'espèces exotiques envahissantes prioritaires. Et après, on parle de réduire les taux d'extinction et l'établissement d'autres espèces connues au potentiel d'au moins 50% d'ici à 2030. C'est pour vous dire qu'il y a eu un grand changement dans ce texte et qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus palpables, beaucoup plus... et avec des échéances très importantes, comme cette réduction d'ici à 2050, à 2030, comme vous pouvez voir ici. Dans la CBD, CDB, les espèces exotiques envahissantes ne sont pas traitées uniquement en tant que cibles et go. Elles sont traitées dans un dossier à part et elles font partie de la Convention dès son origine. Et à ce jour, on a déjà 12 décisions sur les espèces exotiques envahissantes. Ces décisions concernent des directrices, des documents techniques et toujours des engagements. Vous savez que la CBD est quelque chose qu'elle est produite par la Convention, mais elle est générée et corrigée par les parties au moment des négociations. Tous ces documents ne sont pas quelque chose qui est top-down, mais sont des idées discutées ensemble et accordées ensemble. Alors, si vous allez sur ce site que j'indique là, cbd.ante.invasive, vous allez trouver plusieurs documents qui émanent des parties. Vous allez voir aussi qu'il y a de nombreuses collaborations qui ont été faites seulement sur ce sujet pendant ces années d'existence de la Convention et de collaboration avec l'Organisation mondiale du commerce, avec l'Organisation mondiale de la santé, avec des éléments divers et variés, et qu'il existe aussi un groupe de liaison entre institutions sur les espèces exotiques envahissantes qui fait à la fois, l'objectif, c'est de créer un réseau où des représentants de différentes de ces institutions amènent des problématiques ou travaillent ensemble sur un sujet. Tous les rapports de toute réunion de ces groupes sont aussi disponibles sur ces sites. Pour vous donner une idée de quoi je parle, pendant le Substat Vincent,
qui a eu lieu là à Nairobi. Les documents qui ont été examinés par le Substack et adoptés, ça veut dire que le Substack après il soumet ces documents et recommande que la conférence des parties adopte ces documents. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, il a un engagement sur ce sujet. Et le centre de ce document, c'était un ensemble d'annexes, de 6 annexes, qui portaient sur des conseils et orientations facultatives en appui à la mise en œuvre du cadre mondial de la biodiversité, en particulier à la cible 6. La première annexe traitait des méthodes d'analyse coût, avantage ou efficacité multicritères qui s'appliquent à la gestion des EE. Au départ, ce document traitait uniquement sur comment faire pour définir des éradications. Et après, avec des négociations, on a réussi à élargir un peu, de mettre toutes les phases des gestions des espèces exotiques envahissantes de ce document. Le 2 traite d'un ensemble de questions liées aux risques associés au commerce électronique transfrontalier. Parce que si vous imaginez qu'on a déjà des difficultés de contrôle sur les douanes avec des passagers ou avec des conteneurs, quand il s'agit d'élèves et des emballages envoyés par la poste, le contrôle est beaucoup plus compliqué. Et il y a à ce moment tout un ensemble d'institutions, de personnes qui réfléchissent comment mettre en œuvre le système de contrôle lié à ça. Après, c'est une annexe traite tout ce qui concerne les risques découlant des changements climatiques et des autres moteurs. Il y a une annexe qui traite sur les conséquences potentielles dans l'introduction d'espèces exotiques envahissantes sur les valeurs sociales, économiques et culturelles. L'autre sur la pertinence des bases de données. Et la dernière porte sur des conseils supplémentaires et orientations techniques sur des gestions des EE dans des questions diverses et variées, comme par exemple des transferts entre bassins et canaux de conservation, des navigations, enfin, sujets divers, je ne vais pas vous lister. Cela était alors pour vous dire que, pour vous donner les détails de qu'est-ce qui est discuté à chaque fois sur les EE avec un exemple. Un autre cadre où la diversité, les espèces exotiques envahissantes a beaucoup été discutée cette année, c'était au sein de l'IPBES. Je pense que vous connaissez. C'était la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services systémiques. C'est ce que les gens l'appellent le frère ou les jumeaux du GIEC, le GIEC de la biodiversité. L'IPBES a publié en 2019 une évaluation mondiale de la biodiversité et des services systémiques où c'était la première fois qu'on a eu l'opportunité d'avoir une synthèse sur la biodiversité. Mais il a publié aussi des évaluations thématiques. Par exemple, les 3 dernières, c'était une sur l'utilisation durable des espèces sauvages, les différentes
l'autre sur les différentes valeurs de la nature, et la dernière qui a été publiée cette année sur les espèces exotiques envahissantes. Ces documents, ici, je vous montre la photo, ce sont les trois en première ligne, les trois co-chairs de cette évaluation. En dernière, il y a une dame là qui travaille pour sur les peuples indigenous people and local communities, IPFCs. Et là, c'est pour vous dire que cette évaluation a été faite en prenant comme base 13 000 documents examinés en profondeur. La grosse partie de ces documents, c'était la littérature scientifique, mais aussi de la littérature grise et des informations des IPRCs ont été prises en compte. Quand je parle de littérature grise, c'est un panel qui peut être très large, mais souvent ce sont des rapports au niveau national ou international sur des actions dans ces cadres. Ça a été réalisé par une équipe multidisciplinaire de 86 experts nommés par 47 pays et aussi examiné par 200 auteurs contributeurs extérieurs et une procédure qui a duré 3 ans. Et la première, je ne sais pas qui est en ligne, mais ceux qui étaient présents se souviennent bien de temps qu'on a pris seulement pour affiner cette définition. La première partie de ces documents, c'était la création et des définitions, et c'était dans la manière que cela permet d'établir un langage commun. Et ces définitions montrent les processus de l'introduction qui va du transport, l'introduction, l'établissement. Une fois que l'espèce est établie, elle élargit son territoire et après elle se disperse. Et aussi définition, qu'est-ce que c'est une invasion biologique, qu'est-ce que c'est une espèce native, une espèce exotique, une espèce exotique envahissante. Et aussi, qu'est-ce que sont les voies d'introduction, les moteurs et les impacts négatifs. Tout ça a pris des journées de discussion parce que c'était très important à partir de là, de maintenant, quand on va travailler, on va définir, créer nos articles, on a un cadre qui nous permet d'aller sur ça. Ces rapports, cette évaluation, elle est montrée avec un ensemble de messages clés. Là, et il considère toujours trois secteurs, ça veut dire les impacts sur la nature, les contributions de la nature au peuple, que c'est une alternative à la nomenclature des services écosystémiques qui a été introduite déjà par l'IPBES pendant l'évaluation globale en 2019, et sur la bonne qualité de vie. Et là, la première chose, la première constatation de ces rapports, c'était qu'à ce jour, il y a 37 000 espèces exotiques établies introduites par l'activité humaine à l'extérieur de leurs aires naturelles de répartition. Cela représente 200 espèces nouvelles à chaque année. 3500, c'est toujours un taux qui était un peu intuitif, qu'à ce jour, ça s'approche, ça veut dire autour de 10%.
de ces espèces exotiques se révèlent envahissantes. Et finalement, que plus de 2300 de ces espèces se trouvent sur des terres des peuples autochtones dans toutes les régions. Le deuxième message clé, c'était que les politiques actuelles ont été insuffisantes pour gérer les invasions biologiques et pour prévenir et contrôler les espèces exotiques envahissantes. Ce qui est intéressant ici, c'est que 80% des pays ont des objectifs destinés à la gestion des ZEE dans leur stratégie nationale et leur plan national pour la biodiversité. Mais 83% des pays n'ont pas de législation, de réglementation spécifique pour la prévention et contrôle des ZEE. Et que près de la moitié des pays n'investissent pas sur la gestion des ZEE. Voilà. Pour donner quelques chiffres, ce qui est déjà très connu, 60% des extinctions directes sont directement provoquées par les ZEE. Les coûts des extinctions, non, des ZEE, ça veut dire seulement pour le contrôle et un petit peu pour l'aménagement à l'échelle mondiale et de l'ordre de 423 milliards de dollars, milliards de dollars américains en 2019, que 85% des impacts sur la nature et la bonne qualité de vie sont négatifs, et que des impacts sur les contributions de la nature au peuple, 80% de ces impacts sont négatifs. Autre point qui a été très bien démontré, c'est que les menaces des ZEE augmentent dans toutes les régions et pour tous les groupes, les principaux groupes taxonomiques, et que cela s'intensifie pendant les dernières décennies. Pour vous montrer un petit clin d'œil sur des recherches qu'on fait maintenant en Nouvelle-Calédonie, et nos courbes de près vont dans le même sens. Ça veut dire là, c'est pour 1200 espèces de la faune. Et on voit que le nombre d'espèces introduites a doublé entre 1950 et 2000. Et que la partie verte, là, ça montre qu'on a tendance à augmenter encore de manière significative d'ici à 2050 si rien n'est fait pour contrôler. Ce qu'ils disent ces rapports, c'est que d'un côté, les gens sont au cœur du problème. Ça veut dire qu'il y a tout ce qui est lié de nombreuses activités humaines facilitent le transport, l'introduction, l'établissement et la propagation des ZEE. Et si la situation actuelle est maintenue, c'est dans la littérature, c'est parlé comme un business as usual scénario. D'ici 2050, le nombre total de ZEE va encore augmenter d'un tiers. Ça veut dire qu'on sera autour de 48 000 espèces à ce moment-là. Ces espèces qui ont des interactions très complexes avec d'autres moteurs d'érosion de la biodiversité, par exemple avec le changement climatique, le fait qu'il y a plutôt des espèces introduites peut promouvoir, intensifier le feu, et que le changement climatique sera encore une
un des facteurs qui va intensifier ces introductions dans les années à venir. Une autre partie de ces résultats montre que la prévention montre, ici c'est un schéma du contenu d'invasion et de l'efficacité des interventions sur différentes phases de l'invasion, qui va dès l'introduction de l'espèce, l'établissement, la dispersion, et quand elle s'étale partout, dans deux systèmes, le système terrestre et un système marin, et où il y a tout un système d'eau intérieure connecté. Et ce que montrent ces deux figures, c'est que d'emblée, la prévention, l'alerte précoce et la détection rapide et l'éradication précoce sont de loin les stratégies les plus efficaces. Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on rentre dans les phases plus tardives, et moins les actions, les interventions sont efficaces et plus elles sont coûteuses. Et qu'il y a une différence énorme entre les systèmes terrestres et les systèmes marins. Ça veut dire que si dans les systèmes terrestres, on peut imaginer et concevoir des contrôles d'éradication, même en ayant des coûts très élevés. Ce n'est pas le cas dans des systèmes marins. On ne connaît pas trop comment intervenir dans ces cas. Et là-dessus, un message important aussi, c'est que les gens sont au cœur des solutions. Ça veut dire que les invasions biologiques, elles peuvent être soit prévenues ou atténuées grâce à des mesures efficaces de gestion, et qu'il existe 3 options principales de gestion. Ça veut dire qu'on peut intervenir sur les voies d'introduction et de propagation, avec la veille, l'alerte précoce, avec l'éradication précoce, comme je disais. On peut aussi agir sur la gestion des espèces cibles et à l'échelle locale. Il y a plusieurs exemples qui montrent que des éradications sont possibles, même si elles sont plus possibles dans le cas où les systèmes sont plus fermés et plus tôt dans la phase d'introduction. Et qu'il y a aussi des gestions qui sont basées sur les sites ou les écosystèmes qui se sont montrés efficaces. Nous avons eu la chance en 2023 de voir le Japon à la présidence du G7, parce que le Japon a été un des pays qui a beaucoup soutenu la réalisation de l'évaluation mondiale sur les espèces exotiques envahissantes. Il a eu un comité de gestion et une unité de support technique à l'Institute for Global Environmental Strategies au Japon. Et dans ce cadre, ça veut dire qu'ils avaient déjà tout un cadre préparé et des gens qui connaissaient très bien ce sujet. Et au début de l'année 2023, ils ont proposé dans une réunion des ministres la réalisation de plusieurs stratégies pour promouvoir la divulgation du cadre mondial de DSE, sur le cadre mondial de la biodiversité, sur l'évaluation de l'espèce. Pas compris. Il y a quelqu'un en ligne qui... Ah, je pense que c'est bien de...
Et dans ces cadres, ça veut dire, j'avais fait passer, je ne sais pas si vous avez vu, et des messages où j'ai indiqué que le Japon venait de publier, qu'il allait faire un webinaire. Il reste toujours disponible en ligne. Je pourrais vous transmettre après les liens sur ça. Après, à Nairobi, ils ont fait un side event qui a permis aussi de réunir pas mal de gens pour discuter sur ce sujet. Et en novembre, ils ont fait une réunion à Tokyo qui a porté, l'objectif, c'était de promouvoir une déclaration du G7, des stratégies sur lesquelles les pays du G7 allaient s'engager pour démarrer et continuer ce processus de discussion sur les espèces exotiques envahissantes. Cette déclaration porte sur 4 intentions principales. La première, c'est de promouvoir des collaborations au niveau mondial, régional et bilatéral pour faciliter l'échange d'informations, notamment des données, des connaissances et d'expériences sur les espèces exotiques envahissantes. Promouvoir les dialogues politiques entre pays sur la lutte contre les EE. Développer et promouvoir des actions à l'échelle régionale concernant notamment la prévention, les mesures de sécurité et les voies d'introduction. Dans un deuxième volet, il a l'intention de renforcer la recherche scientifique, les bases de données mondiales et les systèmes d'information, notamment pour augmenter, continuer à promouvoir la question des connaissances et le partage des données et des connaissances. La troisième traite de sensibilisation et intégration dans le cadre d'une approche gouvernementale et sociétale. Ça veut dire qu'on sait qu'à ce moment, un des facteurs les plus importants, c'est on arrive à toucher la société. Il y a plusieurs choses importantes à être faites à ce moment, mais là, c'était dans ce cadre. Et la quatrième intention, concerne le renforcement des capacités. C'est un terme générique très commun utilisé dans le sein de l'CBD qui parle de formation des gens dans tous les secteurs pour pouvoir travailler avec les espèces exotiques envahissantes. Ça veut dire, ça passe par les contrôles frontaliers, les douanes, la possibilité de reconnaissance, d'identification, et ainsi de suite. Je reviens à ça. Bon, la question centrale en ce moment, c'est comment réduire les taux d'introduction et d'établissement, bien évidemment, des espèces exotiques envahissantes à 50% d'ici 2030. Il y a pas mal d'idées. Je pense que j'ai vérifié j'ai changé mon slide. Parce que j'ai délété je supprimé un de mes slides. L'idée ici, c'est que, comme vous avez vu, on ne part pas de zéro. Il y a toute une structure conceptuelle et tout un niveau de connaissance qui existe déjà. On n'est pas au niveau de connaissance qu'on était il y a 30 ans ou 20 ans. À ce moment, ça veut dire ça, cela peut sembler ambitieux, mais nous avons déjà des bases sur lesquelles
vont avancer et établir des nouvelles stratégies. Je pense qu'une des premières choses serait de perpétuer ces mouvements lancés par le cadre mondial de la biodiversité, par l'évaluation mondiale sur les espèces exotiques envahissantes et par le G7 pour renforcer la coopération internationale et régionale, surtout sur ce qui concerne des échanges sur des pratiques, sur des listes d'espèces, sur des partages d'informations pour que les gens puissent être informés avant qu'une espèce commence à s'installer dans des territoires proches du nôtre. Et ça sera très nécessaire d'établir un système de contrôle de commerce en ligne sur des espèces vivantes, et cela en coordination avec d'autres conventions. Vous avez une collègue du CESCO qui était avec nous à Nairobi, qui travaille sur la gestion durable de la faune sauvage, des espèces sauvages. Et elle me disait, elle avait travaillé au Japon et elle étudiait les circuits et comment des espèces sauvages arrivaient au Japon. Et elle m'a dit, tu ne vas pas croire où est l'Europe principale des liens avec le Japon. Je lui ai dit, bon, si tu me parles, ça ne peut être que le Brésil. Et bien évidemment, il y a un centre d'exportation qui est au Brésil, parce qu'il y a une communauté japonaise très forte au Brésil qui arrive directement au Japon. Cela se fait surtout par Facebook, par des relations presque directes auxquelles il faut être cherché pour avoir l'information. Voilà. Il y a toute une question, et le dernier point là, qui traite aussi sur un système d'étiquetage harmonisé sur les EE au niveau global, au niveau mondial, qui est suggéré par le CVD, mais qu'il va falloir le faire, qui peut dire les niveaux des on appelle ces quatre là, niveau de, disons, d'invasibilité, mais c'est pas ça. Un point qui serait, à mon avis, très important, c'est qu'il va falloir changer un peu la perspective et placer la conservation de la diversité biologique au cœur des actions sur les EE. Pourquoi je dis cela? C'est parce que à ce moment, tout ce qui concerne veille et contrôle des douanes, c'est plutôt destiné à la veille sanitaire et phytosanitaire. Ça veut dire les gens cherchent les pathogènes, des espèces qui vont impacter, avoir des impacts sur la production agricole, sur l'horticulture, etc. Ce n'est pas des espèces qui peuvent avoir des impacts sur la biodiversité. Il y a aussi la question de One Health qui a émergé pendant ces dernières années et qui met pour l'instant le centre d'intérêt, c'est plutôt la santé humaine, et alors que l'objectif, c'était une seule santé avec l'environnement, la santé humaine, la santé animale, végétale, etc. Après, il y a toute question sur les contrôles aux frontières qu'il va falloir réfléchir sur ce sujet pour qu'elles soient plus fréquentes et plus efficaces. Je n'ai pas retrouvé à la dernière minute, mais il y a un article qui est sorti sur Nature vers septembre et qui montre que sur un conteneur sur 1000 porte au moins une espèce exotique envahissante. Quand on considère le nombre de milliards et des milliards de conteneurs qui circulent chaque jour sur la planète,
ces chiffres, c'est important. C'est là, ces contrôles aux frontières passeraient par la formation des agents, par une rediscussion des listes. Ça veut dire, est-ce qu'on va rester avec des listes positives ou des listes noires et comment les faire? Sur toutes les questions d'identification et sur les réglementations à tous les niveaux. Et comme nous sommes ici dans un institut de recherche, ou un institut de systématique d'évolution et de biodiversité, je vous montre ici quelques questions de recherche qui m'ont passé à l'esprit en faisant ça. Sur la systématique, il y a des questions de l'identification des EE. Et pour cela, il y a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser et qui sont utilisées maintenant. Ce qui serait intéressant aussi, c'est de former des gens à plusieurs secteurs pour pouvoir augmenter la capacité d'avoir des connaissances rapides sur la présence d'une espèce. Mais le plus important, à mon avis, c'est d'augmenter les connaissances sur la biodiversité locale pour éviter des actions sur des espèces soi-disant exotiques et qui, à la fin, elles s'avèrent faire partie de la biodiversité locale. Il y a de nombreux exemples dans ce cas. Il y a des espèces qui réémergent, qui changent de taille de population parce que l'environnement a changé. Il y a aussi des espèces qui n'étaient pas connues et qui, par une situation pareille, peuvent devenir connues et qui peuvent être confondues. Ça veut dire qu'il y a un rôle très important pour les gens qui sont dans la systématique dans ce cadre. Sur les questions d'évolution, ce n'est pas moi qui ai inventé ça, c'est Philippe Francola qui a parlé de ça un autre jour, mais je signale qui a fait penser sur cette question des espèces. Et les populations qui sont portées à différents endroits, elles ne sont pas statiques, elles évoluent, elles s'y adaptent aux conditions locales. Et ça serait très intéressant d'apporter des connaissances sur comment ça se passe, quelles sont les divergences, qu'est-ce qui arrive avec ces espèces qui, d'un coup, se retrouvent de l'autre côté de la planète. Et après, il y a tout un tas de questions sur la biodiversité de l'Anthropocène, le rôle de l'homme, de l'économie dans la création de nouvelles niches. Est-ce que ça, c'est un sujet que je suis en train d'explorer dans mes recherches en Nouvelle-Calédonie. Et c'est sur quoi les espèces exotiques sont en train d'installer sur des niches vides, sur de nouvelles niches qui sont créées par l'homme. Et voilà, c'est ma dernière diapo. Et je peux vous répondre à vos questions. Si. Il y a eu un commentaire en ligne de Colline. Attendez, je vais juste... Voilà. Colline, vous voulez prendre la parole? Par rapport au commentaire que vous avez fait? Si vous avez une question, Oui. Voilà. Oui, bonjour. Merci Rosalie pour cette présentation. Non, c'était seulement pour apporter un complément par rapport au coût qui était estimé. Excuse-moi, est-ce que tu peux parler très fort, s'il te plaît? Parce que la salle est grande et j'ai pas d'interphone pour... Ok. Je vais couper la caméra pour que ce soit plus clair. Mais du coup, oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, oui. Ouais. Là, voilà.
Oui, c'était pour apporter un complément par rapport au coût de 423 millions de dollars, pardon. Donc c'était juste pour dire que c'était plutôt des coûts qui étaient estimés sur les impacts négatifs causés par les espèces exotiques envahissantes, en majorité, et que seulement une toute partie de ces coûts était sur la gestion. Voilà. Ah, OK. Merci. Merci Rosalie pour cette présentation. Merci à toi. Oui, c'était ça que j'essaie de me rappeler sur la minute. Moi, à chaque fois, je me demandais, parce que c'est très déclaratif, etc. Il n'y a aucune contrainte qui sont imposées aux États, ou alors est-ce que la France elle-même, lorsqu'elle retranscrit ses déclarations, est-ce qu'elle impose des contraintes C'est la Convention de la diversité biologique, c'est un traité international contraignant. Ça veut dire que quand les gens s'engagent, Ah, d'accord, ok. Quand les États s'engagent, ça devient contraignant. Pour qu'ils s'engager, ça devient très contraignant. d'accord, ok. Et c'est pour ça que la France c'est suivant ces engagements que la France et plusieurs pays sont en train de faire, ces stratégies nationales pour la biodiversité. Et les niveaux de contraintes est très flexible, mais c'est contraignant. Et est-ce qu'on a une idée de la proportion d'espèces exotiques envahissantes qui sont effectivement, enfin, qui sont introduites en France de manière intentionnelle comparée à ce qui est introduit de manière accidentelle? Je n'ai pas cherché, mais je t'ai dit que pour la Nouvelle-Calédonie, Oui, oui, par exemple. 2200 espèces Ouais. introduites et qui sont établies, d'accord? Ouais. Et on a 30 qui ont été introduites de manière intentionnelle, c'est-à-dire soit parce qu'elles ont accompagné l'homme, Ouais. soit parce qu'elles ont été utilisées pour le contrôle d'une autre espèce. Ouais. Donc ça fait sens. Ok, oui, c'est une proportion, mais effectivement, c'est déjà. Ce que je me disais, c'est quand tu fais le chiffre d'un conteneur sur 1000 à chaque fois, les conteneurs à chaque fois, c'est accidentel. Enfin, c'est des espèces qui vont dans les conteneurs comme ça, de manière fortuite, quoi. C'est pas. Non? Là, ce chiffre, c'est général. Ouais, c'est général. Ouais. Parce qu'il peut avoir un transport, mais ce chiffre-là, c'est général. Il peut y avoir des ballasts aussi dans les terres. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Je pense. Non, le ballast, c'est en bas de l'eau des ballasts. C'est pas dans les conteneurs. Non, c'était dans le porte. Dans le porte. D'accord. Là, toute une convention internationale sur les eaux de ballast et le traitement des aires devrait être fait dans des aires marines internationales. Et là, on a fait un séminaire sur les espèces exotiques envahissantes en Nouvelle-Calédonie à la fin du mois de novembre. Et ce que j'ai appris, c'est que c'est assez fréquent que le changement des eaux de ballast, ça se fait dans des À quel? très proches. À quel? Pas à quel, mais. Ouais. C'est surtout en considérant l'importance du lagon néo-calédonien festival, c'est un des endroits sur Terre, cela ne devrait pas être fait. Sauf, il y a toujours des exceptions. L'exception, c'est en cas d'urgence, mais pas de manière systématique. Si je peux porter un complément, les bateaux doivent s'équiper effectivement de systèmes de filtration par rapport aux eaux de ballast. Évidemment, c'est tout. Et il n'y a rien de contraignant. Ah, voilà. Ouais. C'est comme des conventions internationales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réglementation. On va dire, c'est pas traduit. Les conventions internationales ne sont pas traduites en droit internationaux. D'accord. Donc, voilà, l'État s'engage à faire quelque chose, mais il s'engage. Si ce n'est pas fait, ben, c'est pas fait.
il n'y a pas de punition. C'est pas comme au niveau européen où voilà, on ne fait pas quelque chose, il y a un c'est en route. Oui, déjà, au niveau terrain, on fait quelque chose, évidemment. Donc là, c'est comme ça. Et donc, du coup, en Europe, effectivement, il y a des ballasts pour se trouver dans les ports de commerce, Anvers, Le Havre, machin. On trouve tout un tas de saloperies qui viennent du Japon, de Chine, etc. Et qui risquent ensuite de propager ailleurs, quoi. Donc, voilà. Ah. Reste, On a une question, puis après on arrêtera. Donc c'est Ben, vous pouvez parler assez fort pour qu'on vous entende? Ah oui, vous m'entendez? Oui. Oui, merci. Merci beaucoup, Rosalie, pour la présentation. Et il y avait un petit clash au départ, donc il pourrait que je n'ai pas bien entendu une chose, mais tu as parlé de la prévention précoce des invasions. Et on peut penser à un énorme nombre de cas où ça serait vraiment, si quelqu'un a pu faire cette prévention précoce, qu'une espèce invasive dans un pays aurait dû être empêchée dans un autre pays. Mais comment ça se passe dans le concret? Ou qu'est-ce qui pourrait être fait dans le concret pour que la mauvaise expérience d'un pays ou un territoire ne devient pas la mauvaise expérience d'un autre. Pour moi, c'est pas très évident, même que je vois tout à fait l'intérêt de se faire. Te donner un exemple de concret, par exemple, nos collègues du Royaume-Uni. Pour toi, c'est spécifique Oui, pour toi, oui, Ben. oui. Et nous demandent des informations sur les frelons asiatiques parce que là, ils s'approchent, ils reconnaissent ce qu'ils s'approchent. Ils commencent à voir quelques spécimens de temps en temps et ils veulent connaître comment notre expérience dans les contrôles, comment faire. L'idée de comment on dit, d'alerte précoce, c'est que les pays ou que les régions s'engagent à partager de l'information en disant, tiens, cette espèce est déjà elle a été retrouvée ici. Et avec ça, les gens aient le temps puissent mettre en pratique des systèmes de veille et pour voir si l'espèce s'approche, s'il y a créé de manière que les gens puissent signaler leur présence. C'est Oui, et peut-être s'il sait comment l'introduction a eu lieu, peut-être que l'expérience peut être partagée et un système de prévention peut-être. c'est ça l'idée. L'idée, c'est du partage de connaissances, du partage d'expériences, ou même du partage des petites fiches qui montrent comment l'action a été, quelles actions ont été faites pour que les gens connaissent, parce qu'il n'a que l'expérience positive. Les gens peuvent prendre des décisions sur des expériences qui n'ont pas marché aussi. Oui. Merci bien. Merci. Merci à tous en ligne et à bientôt. Bonne